perdre l'audition, ce qui est le cas d'Annie, c'est perdre un sens qui est l'ouïe, mais c'est surtout perdre la communication. En fait, les personnes malentendantes, elles ont, ça va à peu près bien quand elles sont dans le calme, elles ont des difficultés lorsqu'elles sont dans le bruit. En fait, c'est la vie sociale qui est atteinte lorsqu'on perd l'audition. Donc les personnes vont avoir tendance à avoir une image dévalorisée d'elles-mêmes, et cette dévalorisation peut entraîner chez certains l'idée de cacher, de tout faire pour avoir une stratégie pour cacher la perte d'audition. On va se mettre dans des situations comme ces mises à nu, justement, où, par fierté, par beaucoup de choses, elle va cacher son état, ce qui à mon avis est une erreur. Je suis sourde-oralisante de naissance, c'est un accident à la naissance, sourde sévère. Donc je me suis toujours habituée à briser la glace, quelle qu'elle soit, et d'éviter ce malentendu, parce qu'on rentre dans une spirale, justement, qui est dangereuse. En fait, une personne malentendante perd des informations. Il y a des choses qu'elle entend mal, il y a même des choses qu'elle n'entend plus. Et donc, elle doit, au fur et à mesure de la conversation, reconstituer, c'est ce qu'on appelle la suppléance mentale, et cette reconstitution demande beaucoup de concentration. Elle va utiliser tout ce qu'elle peut pour arriver à comprendre. La lecture labiale, par exemple. Ça aussi, ça demande beaucoup de concentration. Donc ça exige de mobiliser beaucoup de ressources. C'est surtout dans les endroits bruyants où les personnes acouphéniques et hyperacousiques sont gênées, c'est-à-dire les restaurants, les réunions d'entreprise, les réunions d'amis, les fêtes, tout ce qui a un aspect un petit peu festif, surtout s'il y a de la musique qui vient en plus dans l'ambiance. Donc au bout d'un moment, c'est un brouhaha qui devient vite incompréhensible, les mots s'entrechoquent, on ne perçoit pas la totalité de la conversation et souvent le sens de la conversation nous échappe. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se déconnecte quasi automatiquement et on se met en retrait. On devient un observateur de ce qui se passe et si on nous interroge, on est souvent à côté de la plaque. Le handicap auditif est un handicap invisible. Donc les personnes qui sont en face de nous, elles n'ont aucune idée de l'effort que nous fournissons en permanence pour nous adapter à toutes les situations qui sont devant nous. L'entourage, lorsque la personne est acouphénique, voire hyperacousique, connaît ces difficultés mais n'en tient pas compte parce qu'il l'oublie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de façon naturelle. On oublie que la personne a cette difficulté auditive. En voyant la vidéo, on s'aperçoit que la situation est assez proche des sourds-signeurs. C'est-à-dire que les personnes ne connaissent pas les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser. Ils ne savent pas comment rentrer en communication avec les sourds-signeurs. Du coup, souvent, ils sont un peu maladroits, un peu mal à l'aise. Ils ne savent pas comment rentrer en communication, comment les aborder. Les questions, souvent, c'est « Est-ce que tu parles? Tu sais parler ?» Voilà ce qu'on rencontre. Mais du coup, on peut se dire que la situation est un peu la même, qu'ils ne savent vraiment pas comment aborder le sujet, comment lier la communication. Surtout que les moyens de communication varient, il y a plusieurs situations. On peut passer par le regard, le face-à-face. Même si la personne ne connaît pas la langue des signes, on peut quand même se comprendre. Il n'est pas nécessaire de crier d'ailleurs. On peut discuter simplement. Et tout se passe bien. C'est soit en nous posant des questions, soit nous en donnant des conseils qu'on peut trouver un terrain d'entente, un terrain de communication. Ça dépend des personnes. Les personnes miment, on peut passer par le mime. Ça fait partie aussi des moyens utilisés. Ce qui est très important, c'est surtout le premier contact. Rentrer en contact. Par un bonjour, par exemple. Une fois qu'on a passé ce pas-là, c'est très facile de rentrer en communication. Et puis ça rassure les deux parties. Tout le monde se sent plus à l'aise. S'il n'y a pas ce contact-là, on est forcément dans une situation d'isolement. Les personnes hyperacousiques sont souvent acouphéniques et hyperacousiques. Pour eux, la vie est encore plus insupportable dans le sens où tous les sons les agressent. Certains ne peuvent plus se déplacer, le bruit des pas les gêne, le bruit des portes qui claquent les rendent fous. Et ils sont obligés de vivre dans de la ouate avec un casque sur les oreilles, avec des bouchons d'oreilles, de telle façon à ne plus entendre des sons. Alors le fait d'avoir ce bruit dans la tête est
très fatigant. C'est une fatigue nerveuse et continuelle, quotidienne. Et ça peut amener effectivement des situations de détresse et aller jusqu'à parfois passer à l'acte. Pour Annie, c'est forcément une soirée difficile et derrière, il y a de la souffrance. Elle n'a pas réussi à communiquer, je veux dire, elle a été isolée. Alors, ça pose la question de la suite. Que va faire Annie après? Annie, est-ce qu'elle va retourner à des soirées comme ça? Ou est-ce qu'elle ne va pas mettre en place, comme beaucoup de personnes malentendantes, des stratégies d'évitement? C'est-à-dire que lorsqu'on va la rappeler pour une invitation, elle va dire « Ah ben je ne suis pas disponible ce soir ». Ou si c'est au dernier moment, elle va dire « Je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête, je ne viendrai pas ». Et le problème, c'est que la multiplication de ces stratégies d'évitement peuvent conduire à beaucoup d'isolement, à beaucoup de solitude, et petit à petit vers une désocialisation. Et ça engendre une très forte détresse psychologique qui a été repérée par l'enquête menée par l'UNISDA et aussi par le baromètre santé sourds-malentendants, où on constate que la détresse psychologique des personnes sourdes et malentendantes est en gros 3 fois supérieure à ce que l'on constate en population générale.